Un millionnaire voit la nounou pleurer seule dans le jardin sombre. L'écran de son téléphone affiche « Votre fils a été ». Il sent un frisson lui parcourir l'échine et court vers l'appareil. Mais rien ne l'aurait préparé à ce qu'il allait entendre. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil de midi frappait la ville de Val-de-Loire, mais à l'intérieur des murs du manoir, des pins, la brise constante offrait un climat agréable. Guillaume Mercier observait l'horizon du massif des Vosges par la fenêtre de son bureau. À 45 ans, il avait bâti un empire dans le secteur de la biotechnologie, avec des brevets qui avaient révolutionné les traitements médicaux et rapporté des milliards. Le magazine Forbes le classait parmi les hommes les plus riches de France, mais rien de tout cela ne comblait le vide qu'il ressentait. Ses doigts tambourinaient sur la table en acajou, tandis qu'il ignorait les dizaines de notifications sur son téléphone. Des messages de partenaires, des invitations à des événements caritatifs où sa présence signifiait simplement un chèque généreux, et des rappels d'engagement qu'il avait pris sans réel intérêt. Le manoir de 1500 mètres carrés, avec ses lustres en cristal et ses œuvres d'art signées, semblait accentuer davantage son sentiment de solitude. Il se leva et décida de marcher dans le jardin. Peut-être que l'air frais éclaircirait son esprit. L'immense jardin, conçu par un paysagiste renommé, était son refuge particulier. Les azalées, hortensias et pins créaient une composition parfaite avec les montagnes en arrière-plan. Alors qu'il marchait sur le sentier de pierre, observant le travail impeccable des jardiniers, quelque chose brisa l'harmonie du paysage. Une femme était assise sur l'un des bancs de pierre, le visage caché entre ses mains. Ses épaules bougeaient par spasmes silencieux, trahissant des pleurs contenus. Guillaume s'arrêta incertain. Il ne reconnaissait pas la femme et gérait rarement des situations émotionnelles. Sa première réaction fut de faire demi-tour, laissant Madame Gisèle, la gouvernante, régler la situation. Mais quelque chose l'en empêcha. « Excusez-moi, madame, tout va bien ?» demanda-t-il, s'approchant avec précaution. La femme releva rapidement le visage, révélant des yeux rouges et des traces de larmes. Elle devait avoir environ 38 ans, des cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné, une peau mate et des traits délicats malgré l'expression de désespoir. Elle portait un uniforme simple, jean, t-shirt blanc et un tablier coloré avec des poches frontales. « Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je ne devrais pas être ici, dit-elle, se levant précipitamment et essuyant ses larmes. Je suis entrée sans permission, mais j'avais besoin d'un endroit tranquille pour réfléchir. »« Ce n'est pas un problème, » répondit Guillaume, se surprenant lui-même par la gentillesse dans sa voix. « Mais puis-je demander qui vous êtes ? Je m'appelle Thérèse Olivier. Je suis nounou chez la famille Montagne, juste à côté. » Elle indiqua le manoir voisin. « Je m'occupe de la petite Sophie depuis presque 2 ans. » À ce moment, le téléphone dans la main de Thérèse vibra. Elle regarda l'écran et son visage pâlit. Guillaume ne put s'empêcher de remarquer le message partiellement visible. « Ton fils est parti pour... »« Mon Dieu !» murmura-t-elle, et les larmes revinrent avec force. Le téléphone glissa de ses mains tremblantes, tombant sur l'herbe. Quelque chose dans cette scène toucha Guillaume profondément. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti d'empathie authentique. Mais le désespoir de Thérèse était palpable. « Il se passe quelque chose avec votre fils ?» demanda-t-il, se baissant pour ramasser l'appareil. Thérèse le regarda, ses yeux bruns brillants de larmes non versées. « Vous ne comprendriez pas, monsieur. »« Essayez, » dit-il, lui rendant le téléphone. Parfois, ça aide de parler. Elle hésita, comme si elle évaluait si elle pouvait lui faire confiance, à lui, un étranger riche qui n'avait probablement jamais affronté de vrais problèmes. Guillaume perçut son scepticisme, mais resta ferme, lui offrant un mouchoir qu'il sortit de sa poche. « Mon fils, Mathieu, » dit-elle finalement, acceptant le mouchoir. « Il a 17 ans et il a disparu. »« Comment ça, disparu ?» ?»« Depuis hier soir, il est sorti en disant qu'il allait retrouver des amis au centre-ville et il n'est pas revenu. Il ne répond pas au téléphone, n'a pas répondu à mes messages. » Elle montra l'écran du téléphone à Guillaume. Le message complet disait « Ton fils est parti pour Paris, ne t'inquiète pas. Il va bien, mais il a besoin d'espace. »« Qui a envoyé ça ?» demanda Guillaume. « Un numéro inconnu. J'ai essayé d'appeler, mais personne ne répond. » Thérèse soupira profondément. « Et le pire, c'est que je ne peux rien faire maintenant.
Je suis en plein travail, Madame Montagne est en voyage, et je ne rentre que ce soir. Sophie ne peut pas. Que rester seule. Guillaume ressentit une indignation croissante. Comment une mère pourrait-elle rester tranquille en sachant que son fils adolescent avait disparu? La situation exigeait clairement une action immédiate. Madame Montagne n'a pas d'autres employés qui pourraient s'occuper de la petite aujourd'hui? La cuisinière est en congé et la femme de ménage ne vient que les mardis et jeudis. Je suis seule avec Sophie. Thérèse regarda sa montre. Mon Dieu, c'est déjà l'heure de son déjeuner. Je dois retourner. Elle commença à s'éloigner, mais Guillaume la retint doucement par le bras. Attendez, je veux vous aider. Thérèse fronça les sourcils, confuse. Comment? Vous ne me connaissez même pas. Peu importe. Personne ne devrait traverser. Ça seul. Les mots sortirent spontanément, le surprenant. J'ai des contacts, des ressources. Je peux aider à retrouver votre fils. Le scepticisme dans le regard de Thérèse était évident. Pour elle, Guillaume n'était qu'un autre homme, riche qui s'ennuyait, cherchant peut-être une aventure pour briser la monotonie de sa vie privilégiée. Mais l'inquiétude pour Mathieu surpassait toute méfiance. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle. Guillaume réfléchit un moment. Pourquoi, en effet, se sentait-il obligé d'aider une étrangère? Peut-être parce que, malgré toute sa richesse, il n'avait jamais fait quelque chose de vraiment significatif pour quelqu'un. « Parce que je le peux », répondit-il simplement. À ce moment, un appel entra sur le téléphone de Thérèse. C'était le même numéro inconnu. Ses mains tremblaient tellement que Guillaume prit gentiment l'appareil et répondit, mettant le haut-parleur. « Allô ?» La voix à l'autre bout était jeune, masculine. « Mathieu ?» Thérèse cria presque. « C'est toi. Maman, pardonne-moi. Je... » L'appel coupa brusquement. Thérèse essaya de rappeler, mais le numéro ne complétait plus l'appel. Ses yeux, qui s'étaient illuminés d'espoir quelques instants plus tôt, débordaient maintenant de désespoir. C'était lui, j'en suis sûr. Elle serrait le téléphone contre sa poitrine. Mais pourquoi a-t-il raccroché? Que se passe-t-il? Guillaume ressentit une détermination qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Je vais vous aider à le découvrir, je vous le promets. À cet instant, une voix d'enfant résonna de l'autre côté des murs. Tati Thérèse, Tati. Thérèse? C'est Sophie, dit Thérèse, essuyant rapidement ses larmes. Je dois y aller. Retrouvez-moi ici à 8 heures ce soir quand vous aurez terminé votre journée, proposa Guillaume. Nous résoudrons cela ensemble. Thérèse hésita brièvement, puis acquiesça. Merci, monsieur. Guillaume, juste Guillaume. Tandis qu'il observait Thérèse s'éloigner rapidement par le portail latéral qui reliait les deux propriétés, Guillaume ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, un but. Le manoir qui quelques minutes plus tôt semblait une prison de luxe pourrait maintenant devenir le point de départ de quelque chose qui comptait vraiment. Le téléphone dans sa poche vibra. C'était Auguste, son assistant personnel, avec une autre liste interminable d'engagements. Guillaume l'ignora. Pour la première fois depuis longtemps, il avait quelque chose de plus important à faire. Pendant qu'il attendait le retour de Thérèse, Guillaume ne pouvait s'empêcher de penser au bref appel téléphonique. La voix du garçon semblait effrayée, et quelque chose dans le ton de la conversation le dérangeait profondément. Assis dans son bureau, il commença à passer des appels. D'abord à Robert Nevers, un ancien commissaire qui travaillait maintenant dans son équipe de sécurité privée. « J'ai besoin d'un service urgent, Robert. Localisation d'un numéro de téléphone. » Il expliqua brièvement la situation. « Guillaume, je ne peux pas simplement localiser un numéro comme ça sans autorisation judiciaire, » répondit Robert avec prudence. « Je ne demande rien d'illégal. Je veux juste des informations sur la localisation approximative du dernier appel, l'opérateur, n'importe quoi qui puisse aider une mère désespérée à retrouver son fils adolescent. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Je vais voir ce que je peux découvrir, mais je ne promets rien, » céda finalement Robert. « Envoyez-moi le numéro par message. » Le deuxième appel fut pour Sandra, sa secrétaire personnelle. Sandra annulait tous mes rendez-vous des 2 prochains jours. « Mais monsieur, la réunion avec les investisseurs japonais, reporte-la. C'est une urgence personnelle. » Il utilisait rarement ce genre de justification, ce qui fit hésiter Sandra avant d'accepter. À 8 heures précises, Thérèse traversa le portail latéral, paraissant encore plus épuisée que le matin. Madame Gisèle la conduisit au bureau où Guillaume l'attendait. « Des nouvelles »
fut sa première question avant même de s'asseoir. Pas encore, mais j'ai déjà commencé à agir. Guillaume indiqua le fauteuil en face de lui. Un café? De l'eau? Non, merci, je veux juste comprendre comment vous allez m'aider. Thérèse s'assit au bord du fauteuil, les mains agitées sur ses genoux. Son uniforme était froissé et portait une tache de peinture colorée, probablement d'une activité avec l'enfant dont elle s'occupait. D'abord, j'ai besoin de mieux comprendre la situation. Parlez-moi de Mathieu, a-t-il. A déjà disparu avant? A-t-il des amis qui pourraient savoir où il est? Thérèse respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Mathieu a toujours été un bon garçon, studieux, responsable. Mais ces derniers mois, il a commencé à changer, plus renfermé, distant. Elle fit une pause, comme si elle évaluait combien elle pouvait faire confiance à Guillaume. Nous ne sommes que tous les deux depuis sa naissance. Son père n'a jamais voulu assumer la paternité et l'élever seul n'a jamais été facile. Je travaille comme nounou depuis qu'il avait 5 ans. Et concernant hier, qu'a-t-il dit exactement avant de partir? Qu'il allait retrouver des amis au centre, au café près de l'église. Il devait rentrer à 10 heures au plus tard. Quand il n'est pas revenu, j'ai appelé son portable, mais il était éteint. J'ai appelé les amis que je connais, mais personne ne savait rien, ou du moins c'est ce qu'ils ont dit. Guillaume prit quelques notes. Ce comportement récent plus renfermé a-t-il coïncidé avec un événement spécifique? Thérèse fronça les sourcils, pensive. Eh bien, ça a commencé après qu'il ait obtenu une bourse pour un programme de jeunes talents en technologie. Un projet sponsorisé par de grandes entreprises, y compris. Elle s'interrompit, regardant Guillaume avec une expression de reconnaissance soudaine. Y compris votre entreprise, Mercier Tech. Guillaume se redressa sur sa chaise, surpris. Le programme Avenir Brillant? Mathieu est l'un des boursiers? Oui, il a été sélectionné il y a 4 mois. Il étudie le développement de logiciels 2 fois par semaine après l'école. Une pièce du puzzle semblait s'emboîter. Guillaume avait créé le programme 5 ans plus tôt dans le cadre des initiatives de responsabilité sociale de l'entreprise, mais suivait rarement de près les détails opérationnels. C'est une coïncidence intéressante, commenta-t-il, essayant de ne pas montrer à quel point l'information l'intriguait. Je vais vérifier s'il y a un lien. Le téléphone sur le bureau sonna. C'était Robert. « J'ai quelques informations préliminaires, dit-il lorsque Guillaume répondit et mit le haut-parleur. Le numéro est enregistré sur un forfait prépayé, sans identification du propriétaire. La dernière connexion a été faite depuis une antenne relais dans le quartier de Belleville, à Paris, confirmant ce que disait le message. Belleville? Thérèse se leva agitée. Qu'est-ce qu'il ferait là-bas? Il y a plus, continua Robert. J'ai croisé certaines informations et découvert que le même numéro a appelé le siège de Mercier Tech ces dernières semaines. Plus précisément le poste du département qui gère le programme Avenir Brillant. Guillaume et Thérèse échangèrent des regards perplexes. Merci Robert. Continue à enquêter. Guillaume raccrocha et se tourna vers Thérèse. Il semble que nous ayons une piste concrète. Mathieu est à Paris, possiblement à Belleville, et pour une raison quelconque, cela a un lien avec mon entreprise. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? La voix de Thérèse tremblait. Pourquoi fuirait-il à Paris sans rien me dire? Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Guillaume se leva. Demain matin, nous irons à Paris. J'ai un appartement là-bas que nous pourrons utiliser comme base. Demain, je ne peux pas attendre jusqu'à demain, et mon travail, je ne peux pas simplement abandonner Sophie. Appelez Madame Montagne. Expliquez la situation. Je suis sûr qu'elle comprendra. Thérèse laissa échapper un rire sans humour. Vous ne connaissez clairement pas Madame Marie Montagne. Elle me licencierait sur le champ. Alors je lui parlerai, déclara Guillaume, avec fermeté. Nous sommes voisins depuis des années, même si nous parlons rarement. Un appel de ma part peut faire la différence. Thérèse semblait sceptique, mais le désespoir de retrouver son fils surpassait toute autre préoccupation. Elle acquiesça lentement. Pendant que Guillaume appelait Marie Montagne, Thérèse observait le bureau luxueux, des livres probablement jamais lus, des prix d'entreprise alignés sur des étagères, une vue spectaculaire sur les montagnes. Un peu. Monde complètement différent de son petit appartement loué au centre-ville où elle avait élevé Mathieu avec son salaire de nounou. Voilà, annonça Guillaume, raccrochant. Madame Montagne a accepté de vous libérer pour quelques jours avec une rémunération intégrale.
Je lui ai expliqué que vous m'aidez dans une affaire personnelle urgente. » Thérèse semblait stupéfaite. « Comment avez-vous réussi ça ?» Disons qu'elle s'est montrée très intéressée par la possibilité que sa fille soit incluse dans un programme exclusif de musique classique que je parrainerai l'été prochain. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Guillaume. « Tout le monde a son prix, Thérèse, y compris Marie Montagne. Je ne sais pas comment vous remercier. En retrouvant votre fils, c'est tout ce qui compte maintenant. » Guillaume consulta sa montre. « Il est trop tard pour partir aujourd'hui. Je suggère que vous rentriez chez vous, prépariez une petite valise et vous reposiez un peu. Mon chauffeur viendra vous chercher à 6 heures du matin. » « Je n'arriverai pas à dormir, avoua Thérèse. »« Essayez, » insista Guillaume. « Vous aurez besoin de force pour ce qui nous attend. » Quand Thérèse fut partie, Guillaume resta dans son bureau pensif. Qu'est-ce qu'un adolescent comme Mathieu aurait pu découvrir qui l'aurait poussé à fuir vers Paris? Et pourquoi ce lien avec son entreprise? Il décida d'enquêter personnellement. Il accéda au système interne de Mercier Tech via son ordinateur portable et rechercha des informations sur le programme Avenir Brillant. Parmi les coordinateurs, un nom attira son attention. Professeur Richard Almeida, spécialiste en intelligence artificielle, embauché il y a seulement 6 mois. Une recherche rapide révéla que Richard avait travaillé auparavant dans une entreprise concurrente que Guillaume avait acquise l'année précédente. Pendant la transition, plusieurs employés avaient été licenciés. Mais Richard avait non seulement réussi à garder son emploi, mais aussi à prendre une position importante dans le programme social de Mercier Tech. Quelque chose dans cette trajectoire semblait suspect. Guillaume fit un autre appel. « Auguste, j'ai besoin d'un dossier complet sur Richard Almeida pour demain matin, et je veux les dossiers de tous les élèves du programme Avenir Brillant, particulièrement celui de Mathieu Olivier. » En attendant les informations, Guillaume relut le message que Thérèse avait reçu. « Ton fils est parti pour Paris, ne t'inquiète pas. Il va bien, mais il a besoin d'espace. » Besoin d'espace pourquoi? Qu'est-ce qu'un adolescent pourrait affronter qui le ferait fuir de chez lui? La réponse pourrait se trouver dans les registres du programme, mais Guillaume soupçonnait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de personnel, que ni lui ni Thérèse n'avaient encore envisagé. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Guillaume n'arriva pas à dormir. Non pas à cause des préoccupations habituelles concernant les affaires ou les investissements, mais parce qu'il ressentait une responsabilité authentique d'aider Thérèse. C'était une sensation étrange, presque oubliée, se soucier vraiment de quelqu'un d'autre que soi-même. À 6 heures du matin, quand son chauffeur ramena Thérèse, elle paraissait aussi fatiguée que lui, avec des cernes profondes qui trahissaient une nuit blanche. Mais il y avait de la détermination dans son regard. « Je suis prête, dit-elle, tenant un petit sac à dos. Allons retrouver mon fils. » L'hélicoptère privé de Guillaume survolait le massif des Vosges, réduisant considérablement le temps du voyage jusqu'à Paris. Thérèse regardait par la fenêtre, émerveillée par le paysage, mais son esprit était ailleurs avec Mathieu. Jamais elle n'aurait imaginé voler dans un hélicoptère de luxe, encore moins en compagnie de l'un des hommes les plus riches du pays. « Première fois en hélicoptère ?» demanda Guillaume, remarquant sa fascination contenue. « Première fois dans n'importe quoi qui vole », répondit-elle avec un sourire nerveux. « Je n'ai jamais eu d'argent même pour des billets d'avion. » Guillaume acquiesça, soudainement conscient de l'abîme social qui les séparait. Alors que pour lui un hélicoptère n'était qu'un moyen de transport pratique, pour Thérèse, il représentait un monde inaccessible. « J'ai des nouvelles, » dit-il, changeant de sujet. « Mon assistant a trouvé des informations sur le professeur. C'est Richard Almeida, le coordinateur du programme que Mathieu fréquente. » Thérèse tourna toute son attention vers Guillaume. Richard a travaillé auparavant dans une entreprise appelée Neuratech, spécialisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Quand j'ai acquis l'entreprise l'année dernière, il y a eu une restructuration et de nombreux employés ont été licenciés. Mais Richard non seulement est resté, mais a été promu coordinateur du programme Avenir Brillant. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Mathieu? Je ne sais pas encore, mais il y a quelque chose d'étrange. En examinant les registres, j'ai découvert que Mathieu a été personnellement recommandé par Richard pour le programme, bien qu'il n'ait pas participé au processus de sélection normal. Thérèse fronça les sourcils. « Comment ça? Mathieu, j'ai passé plusieurs tests et entretiens pour obtenir la bourse. Apparemment, ces tests n'étaient qu'une formalité.
Richard avait déjà garanti la place de Mathieu avant même que le processus ne commence. L'hélicoptère entama sa descente sur Paris, la mégalopole s'étendant infiniment dans toutes les directions. Ils atterrirent sur l'héliport d'un immeuble imposant dans le quartier du Marais, l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. « C'est l'un de mes appartements », expliqua Guillaume, tandis que l'ascenseur privé les menait directement au penthouse. « Je l'utilise rarement, mais nous gardons tout prêt pour d'éventuelles visites. » L'appartement était spectaculaire, avec une vue panoramique sur la ville et une décoration minimaliste qui avait certainement coûté une fortune. Thérèse se sentit déplacée au milieu de tant de luxe. « Pas besoin de tout ça, murmura-t-elle. N'importe quel hôtel simple aurait fait l'affaire. »« Cet endroit est plus pratique et discret, » argumenta Guillaume. « De plus, j'ai ici des ressources qui peuvent nous aider dans notre recherche. » À peine avait-il fini de parler que l'interphone annonça une visite. C'était Auguste, son assistant personnel, apportant un dossier avec des documents. « Les fichiers que vous avez demandés... »« Monsieur !» dit Auguste, un homme d'apparence méticuleuse remettant le dossier à Guillaume. « Et le professeur Richard Almeida vient d'arriver. Il attend dans la salle de réunion du bureau à l'étage en dessous. » Thérèse écarquilla les yeux. « Il est ici? Comment ?»« J'ai demandé sa présence pour une réunion urgente, » expliqua Guillaume. Sans mentionner Mathieu, bien sûr. J'ai simplement dit que nous devions discuter du programme Avenir Brillant. « Je veux le voir, » déclara Thérèse. « Il vaut mieux que je lui parle d'abord, seul. Richard ne sait pas que nous cherchons Mathieu, et s'il a un rôle dans sa disparition, nous ne voulons pas l'effrayer. » Thérèse acquiesça à contre-cœur. « Mais je veux tout entendre. »« Vous pouvez suivre depuis la salle de surveillance, » suggéra Auguste. « Nous avons des caméras et des microphones dans la salle de réunion. » Tandis qu'Auguste conduisait Thérèse à la salle de surveillance, Guillaume examina rapidement les documents du dossier. Le dossier de Richard contenait des informations intrigantes. Avant Neuratech, il avait travaillé dans un laboratoire gouvernemental secret pendant près d'une décennie. Il n'y avait pas de détails sur la nature de son travail là-bas, seulement qu'il impliquait des recherches sur les systèmes avancés de reconnaissance de motifs. Plus intéressant encore était le dossier de Mathieu. Le garçon n'était pas seulement bon en programmation, il était exceptionnel. Ses tests montrèrent des capacités cognitives bien au-dessus de la moyenne, particulièrement en reconnaissance de motifs complexes et en pensée latérale. Exactement le type d'esprit qui intéresserait quelqu'un comme Richard. Il descendit à la salle de réunion où Richard l'attendait, un homme d'âge moyen, mince, avec des lunettes à monture fine et une expression perpétuellement analytique. « Professeur ?» « Richard, merci d'être venu si urgemment, » salua Guillaume, tendant la main. « J'avoue avoir été surpris par l'invitation, » répondit Richard, ajustant nerveusement ses lunettes. « Vous n'avez jamais montré d'intérêt direct pour les détails. » Du programme auparavant. « Les choses changent, » dit Guillaume nonchalamment, indiquant une chaise. « Je réévalue certains des projets sociaux de l'entreprise, cherchant un plus grand engagement personnel. » Richard acquiesça, mais son regard révélait de la méfiance. « Je m'intéresse particulièrement à l'un de vos élèves, Mathieu Olivier. » Le certain professeur devint visiblement tendu. « Mathieu, un problème avec lui? C'est à vous de me le dire. Pourquoi l'avez-vous personnellement recommandé au programme, ignorant le processus de sélection standard ?» Richard hésita, clairement surpris que Guillaume connaisse ce détail. « Mathieu est un talent extraordinaire. J'ai identifié son potentiel lors d'une compétition de programmation en ligne. Ce serait un gâchis de ne pas l'amener dans le programme. Et le fait que sa mère travaille comme nounou dans la maison voisine de la mienne à Val-de-Loire est une simple coïncidence ?» Richard pâlit. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, monsieur. »« Je n'insinue rien, je connecte simplement des faits. » Guillaume se pencha en avant. « Mathieu a disparu hier. Sa dernière communication provenait d'un numéro de téléphone qui, curieusement, a passé plusieurs appels à votre département ces dernières semaines. » Le professeur passa la main sur son front, visiblement perturbé. « Monsieur Mercier, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alors expliquez-moi où est Mathieu. » Richard respira profondément, comme s'il prenait une décision difficile. Mathieu est en sécurité. Il a découvert quelque chose d'important. Nous devons le protéger. Le protéger de quoi? Guillaume perdait patience. De ceux qui pourraient vouloir le faire taire, y compris vous. L'accusation prit Guillaume par surprise. De quoi parlez-vous?
Mathieu a trouvé des irrégularités dans les algorithmes de traitement de données médicales de Mercier Tech, des algorithmes que j'ai aidé à développer chez Neuratech avant l'acquisition. Richard semblait déterminé maintenant qu'il avait commencé à parler. Ils ont été modifiés pour cacher des effets secondaires graves d'un des médicaments de votre division. Pharmaceutique, des milliers de personnes pourraient être en danger. Guillaume eut l'impression de recevoir un coup de poing. Mercier Tech était principalement une entreprise technologique, mais ces dernières années, elle s'était diversifiée dans le secteur pharmaceutique, développant des systèmes d'analyse de données pour les essais cliniques. C'est absurde. Nos protocoles sont rigoureux. Je ne dis pas que vous le saviez, mais quelqu'un dans la haute direction le sait certainement. Quand Mathieu a découvert la modification des algorithmes, il est venu me voir. J'ai immédiatement compris la gravité de la situation. Dans la salle de surveillance, Thérèse regardait la conversation avec horreur. Son fils avait-il découvert quelque chose qui le mettait en danger? « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir directement ?» questionna Guillaume. « Parce que nous ne savions pas à qui faire confiance. » L'ordre de modifier les algorithmes venait de quelqu'un avec un accès de haut niveau. Mathieu a trouvé un email codé qui mentionnait « résoudre le problème discrètement ». Alors vous avez pensé qu'il valait mieux qu'un adolescent s'enfuit de chez lui, laissant sa mère désespérée? Richard parut sincèrement surpris. Il n'a pas dit qu'il avait prévenu sa mère? Manifestement non. Le professeur secoua la tête, préoccupé. Mathieu m'a assuré qu'il avait parlé avec Madame Thérèse, qu'elle comprenait la nécessité de discrétion. C'est pourquoi je l'ai aidé à venir à Paris. Où est-il maintenant? Dans un appartement sécurisé à Belleville. Nous compilons toutes les preuves avant de contacter les autorités. Guillaume se leva brusquement. Allons-y, maintenant. Monsieur Mercier, je ne sais pas s'il est prudent. Sa mère est ici avec moi, interrompit Guillaume, et nous avons tout intérêt à éclaircir cette situation, quelle que soit la vérité. Avant que Richard ne puisse répondre, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. C'était Thérèse, les yeux humides. « Où est mon fils ?» demanda-t-elle directement à Richard. « Je dois le voir. » Le professeur parut momentanément perplexe, mais acquiesça rapidement. « Je vais vous emmener à lui, mais nous devons être discrets. » Ils quittèrent l'immeuble dans une voiture discrète conduite par Auguste. Richard donnait les directions, tout en expliquant plus de détails sur la découverte de Mathieu. Il a un talent naturel pour l'analyse de données. Pendant un exercice du programme, nous avons utilisé un ensemble de données anonymes du système de pharmacothérapie de l'entreprise. Mathieu a remarqué une disparité statistique que personne d'autre n'avait notée. « Et pourquoi serait-ce si grave ?» demanda Thérèse. « Parce que s'il a raison, cela signifie que le système dissimule délibérément des réactions indésirables d'un médicament récemment lancé pour le traitement d'Alzheimer. Les conséquences pourraient être catastrophiques. » Guillaume restait silencieux, essayant de traiter l'information. La division pharmaceutique n'était pas sa spécialité, elle était sous la supervision directe de Charles Dumont, son associé depuis 2 décennies. Charles serait-il capable de quelque chose comme ça? La voiture entra dans le quartier de Belleville, connu pour sa forte présence multiculturelle à Paris. Richard les guida vers un immeuble résidentiel discret, éloigné des zones les plus fréquentées. « Appartement 704 », indiqua-t-il, tandis qu'il montait dans l'ascenseur. « Un ami de l'université me l'a prêté. Personne ne sait que nous sommes ici. » Quand la porte de l'appartement s'ouvrit, Thérèse sentit son cœur s'accélérer. Mathieu était assis devant un ordinateur, si concentré qu'il ne remarqua pas immédiatement leur arrivée. « Mathieu !» s'exclama-t-elle. Le jeune homme se retourna, surpris. C'était un garçon mince, aux cheveux bouclés comme ceux de sa mère, portant des lunettes à monture épaisse qui accentuaient son air intellectuel. « Maman, que fais-tu ici ?» Puis il remarqua Guillaume et pâlit. « Professeur, que se passe-t-il ?»« Tu n'as pas prévenu ta mère, n'est-ce pas ?» accusa Richard. Elle était désespérée, Mathieu. Le garçon semblait sincèrement confus. « Mais j'ai envoyé un message. Attends, c'était au mauvais numéro ?» Il vérifia rapidement son téléphone. « Mon Dieu, j'ai mal tapé le dernier chiffre. » Thérèse courut embrasser son fils, un mélange de soulagement et d'irritation. « Tu as idée de ce que j'ai vécu. Pardon, maman. J'ai vraiment cru t'avoir prévenu. » Guillaume observait la scène, se sentant à la fois soulagé et préoccupé. Les retrouvailles étaient émouvantes.
mais les accusations de Mathieu et Richard étaient trop graves pour être ignorées. « Mathieu, dit-il en s'approchant, j'ai besoin de voir ce que tu as découvert. » Le garçon regarda Richard qui acquiesça. Il se tourna vers l'ordinateur et ouvrit une série de fichiers. Tout est là, les algorithmes originaux, les versions modifiées, les emails codés. Mathieu parlait avec l'assurance de quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le sujet. Le système a été modifié pour reclassifier certains types de réactions neurologiques comme non liées aux médicaments. Tandis que Mathieu expliquait les détails techniques, Guillaume ressentit un mélange de fierté pour le brillant garçon et d'horreur face aux implications de sa découverte. Si c'était vrai, ce n'était pas seulement une question d'éthique, d'entreprise, mais de vies en danger. Qui aurait l'autorité pour ordonner ces modifications ? Demanda Guillaume. Quelqu'un avec un accès de niveau 5 ou supérieur, répondit Mathieu. Seulement 6 personnes dans l'entreprise ont ce niveau d'accès. Et tu as identifié qui c'était ? Pas encore avec certitude. Mais j'ai trouvé un modèle d'accès intéressant. Mathieu ouvrit un autre fichier. Voici les entrées dans le système les jours où les modifications ont été faites. Une même adresse IP apparaît dans toutes. Guillaume reconnut immédiatement le modèle. C'était l'IP privé du bureau de Charles Dumont. Tu as mentionné des emails codés, rappela Guillaume. Peux-tu me les montrer ? Mathieu hésita. Monsieur Mercier, ces emails vous mentionnent. Comment ça ? Ils disent « GM ne doit pas savoir. Résolvez discrètement. GM sont vos initiales, non. » Un silence pesant tomba sur l'appartement. Guillaume sentit tous les regards sur lui, méfiant, interrogateur. « Mathieu, dit-il finalement, j'ai besoin que tu me montres absolument tout ce que tu as trouvé. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon entreprise, je veux être le premier à le corriger, pas le dernier à le découvrir. » Pendant des heures, Guillaume examina minutieusement chaque preuve que Mathieu avait collectée. Le garçon était méticuleux, organisant les données de façon claire et convaincante. À chaque nouvelle découverte, l'indignation de Guillaume grandissait. Charles Dumont, son associé et ami de 2 décennies, semblait prêt à mettre les profits au-dessus des vies humaines. « C'est impardonnable », murmura Guillaume, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Charles utiliserait mes initiales dans les emails s'il voulait me tenir dans l'ignorance. » « C'est peut-être une tactique de protection, » suggéra Richard. « Si quelque chose fuitait, les soupçons retomberaient. »« Sur vous, pas sur lui. » Thérèse, qui observait tout en silence, finit par parler. « Que faisons-nous maintenant ? Cela semble trop dangereux pour que Mathieu soit impliqué. »« Je suis d'accord, » répondit Guillaume. « Nous devons transmettre ces informations aux autorités compétentes, mais avec prudence. Charles a des connexions puissantes. » Mathieu, qui était absorbé par son ordinateur, leva les yeux avec une expression étrange. « Il y a autre chose que... »« Vous devez voir, » dit-il, ouvrant un nouveau fichier. « Pendant que j'enquêtais sur l'affaire, j'ai accédé à certains fichiers administratifs de l'entreprise que je n'aurais pas dû. C'était une erreur éthique, mais je pensais que je devais comprendre toute la structure du pouvoir. »« Quel fichier ?» demanda Guillaume, s'approchant de l'écran. « Des registres personnels, du département des ressources humaines. Au départ, je cherchais plus d'informations sur Charles Dumont, mais j'ai trouvé quelque chose sur vous. » Guillaume fronça les sourcils. « Sur moi ? Plus précisément sur votre passé. » Mathieu hésita, regardant nerveusement sa mère. « Et sur le mien aussi. » Un silence tendu s'empara de l'appartement. Thérèse fit un pas en avant, soudainement inquiète. « Qu'essaies-tu de dire, Mathieu ?» Le jeune homme respira profondément, avant de continuer. « Il y a 18 ans, M. Mercier a eu une brève relation avec une employée de l'entreprise nommée Hélène Dupont. Elle est tombée enceinte, mais vous vous êtes séparés avant la naissance. » Guillaume pâlit. Hélène. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis près de 2 décennies, mais qui provoquait encore une pointe de remords. Une relation intense qui s'était terminée brusquement lorsqu'il avait privilégié l'expansion internationale de l'entreprise. « Comment sais-tu cela ?» demanda-t-il d'une voix nouée. « C'est dans les registres confidentiels. Hélène a poursuivi l'entreprise pour licenciement abusif après la fin de la relation. L'affaire a été résolue par un accord extrajudiciaire qui incluait une clause de confidentialité. » Thérèse porta la main à sa bouche, commençant à comprendre ce que Mathieu insinuait. « Ça n'a pas de sens, » protesta Guillaume. « Hélène ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. »
Parce que vous ne lui en avez jamais donné l'occasion, intervint Thérèse, la voix tremblante. Mon nom complet est Thérèse Hélène Dupont-Olivier. Olivier était le nom de famille de mon père. Le monde sembla s'arrêter pour Guillaume. Il regarda Thérèse puis Mathieu, remarquant pour la première fois les ressemblances subtiles, les mêmes yeux en amande, le même front haut, la même forme de menton qu'il voyait chaque matin dans le miroir. « C'est impossible, balbutia-t-il. »« Ce n'est pas impossible, affirma Mathieu, ouvrant un autre fichier. J'ai fait un recoupement des données temporelles. Les dates coïncident parfaitement. Et il y a plus, j'ai trouvé un test ADN dans le système. » Quel test? Apparemment, Charles Dumont soupçonnait l'existence d'un héritier et a secrètement collecté des échantillons pour confirmer. Le résultat est ici. Mathieu tourna l'écran montrant un rapport de laboratoire. 99,998% de probabilité de paternité. Guillaume chancela jusqu'à la chaise la plus proche, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il regarda Thérèse Hélène, la femme qu'il avait connue il y a tant d'années, et qui réapparaissait maintenant dans sa vie de la façon la plus inattendue possible. « Pourquoi avez-vous changé de nom ?» fut tout ce qu'il parvint à demander. Thérèse croisa les bras défensivement. « Après avoir été licenciée et avoir signé cet accord, je voulais prendre mes distances avec tout ce qui était lié à Mercier Tech. J'ai commencé à utiliser mon deuxième prénom et le nom de famille de ma mère. C'était une façon de recommencer. Vous saviez que j'étais le père ?» La question sortit presque comme une accusation. Bien sûr que je le savais. Thérèse répondit avec une soudaine fureur. Mais vous aviez clairement indiqué que votre entreprise était plus importante que n'importe quelle relation. Quand? J'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais déjà été licenciée et forcée de signer un accord qui m'empêchait de vous contacter. Je n'ai jamais su pour la grossesse, insista Guillaume. Je n'ai jamais autorisé votre licenciement. J'étais en Chine développant les affaires. Exactement. Toujours absent, toujours trop occupé. Des larmes commençaient à briller dans les yeux de Thérèse. Charles Dumont s'est occupé de tout. Il a dit qu'il agissait en votre nom, avec votre autorisation expresse. Une pièce du puzzle s'emboîta dans l'esprit de Guillaume. Charles s'était toujours opposé à la relation, mettant en garde contre les risques de s'impliquer avec une employée. Quand Guillaume était parti en Chine, Charles avait assumé la responsabilité de régler la situation. « J'ai été trompé », murmura Guillaume. « Nous l'avons tous été. » Mathieu, qui assistait à la scène, les yeux écarquillés, finit par parler. « Alors, vous êtes vraiment mon père ?» La question, posée avec un mélange d'espoir et de crainte, frappa Guillaume comme une révélation. Ce jeune homme brillant, courageux et intègre était son fils. Son fils. Les mots résonnaient dans son esprit, éveillant des émotions qu'il ne savait pas être encore capable de ressentir. « Oui, Mathieu, il semble que je le sois. » Il se leva, s'approchant avec précaution du garçon. « Et je veux que tu saches que si j'avais eu connaissance de ton existence, je n'aurais jamais été absent de ta vie. » Un silence pesant remplissait l'appartement. Richard, se sentant comme un intrus dans un moment si intime, sortit discrètement, dans le couloir prétextant devoir passer quelques appels. Thérèse essuya ses larmes, essayant de comprendre la situation. « Cela ne change rien. J'ai élevé Mathieu seul pendant 17 ans, c'est mon fils. Je ne remettrai jamais cela en question, » répondit Guillaume doucement. « Vous avez fait un travail extraordinaire, c'est un jeune homme incroyable. » « Nous devons nous concentrer sur le problème actuel, » interrompit Mathieu, visiblement mal à l'aise d'être au centre de l'attention. « Charles Dumont ne vous a pas seulement manipulé tous les deux dans le passé, mais maintenant il met des patients en danger. » Guillaume acquiesça, reconnaissant la maturité de son fils. « Tu as raison, et je crois que je comprends mieux le tableau complet. Charles ne voulait pas seulement cacher les problèmes avec le médicament, mais craignait aussi que toi, avec ton accès au système, tu puisses découvrir la vérité sur tes origines. C'est pour ça que Richard a été chargé de m'amener au programme, conclut Mathieu, pour me garder sous surveillance. Pas exactement, corrigea Richard, revenant dans la pièce. Charles m'a demandé de vous surveiller, oui, mais il n'a pas révélé la vraie raison. Il a simplement dit que vous aviez le potentiel de causer des problèmes. Et vous avez accepté ça? Questionna Thérèse, indignée. Au début, oui. J'étais reconnaissant d'avoir gardé mon emploi après l'acquisition. Mais quand j'ai rencontré Mathieu et vu son talent authentique, ma loyauté a changé.
Richard ajusta nerveusement ses lunettes. Et quand il m'a montré les preuves concernant l'algorithme falsifié, j'ai su que je devais l'aider. Guillaume consulta sa montre. Presque minuit. Nous devons agir rapidement. Charles sait certainement déjà que nous sommes tous ici et il ne restera pas inactif. Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone de Richard sonna. C'était un message anonyme. Appartement compromis. Partez maintenant. Nous devons partir, dit Richard, montrant le message. Mon contact au département sécurité de l'entreprise vient de prévenir que Charles a envoyé une équipe ici. Pour faire quoi? Demanda Thérèse, alarmée. Probablement confisquer les preuves et garantir notre silence, répondit Guillaume, déjà en action. Mathieu, fais une sauvegarde de tout. Thérèse, ne prenez que l'essentiel. Nous partons dans 2 minutes. Pendant que Mathieu transférait des fichiers sur des dispositifs portables, Guillaume fit un appel rapide. Auguste, urgence. Protocole Saphir. Oui, maintenant. Il raccrocha et se tourna vers les autres. Mon jet privé sera prêt dans 1 heure à l'aéroport du Bourget. Nous allons dans le sud, dans ma maison sur l'île de Porquerolles. Là-bas, nous serons en sécurité pendant que nous organisons les prochaines actions. L'île de Porquerolles? Thérèse semblait incrédule. Nous ne pouvons pas simplement abandonner nos vies. C'est temporaire, assura Guillaume. Juste le temps de garantir que les preuves arrivent aux bonnes autorités et que nous soyons tous protégés. Ils quittèrent l'appartement par l'arrière du bâtiment, quelques minutes avant que 3 hommes en costume sombre n'arrivent au hall principal. La voiture d'Auguste les attendait dans une rue latérale et en moins d'1 demi-heure, ils étaient en route vers l'aéroport. Durant le trajet, Guillaume ne pouvait détacher ses yeux de Mathieu, absorbant chaque détail du fils qu'il n'avait pas connu. Le garçon avait sa détermination et son intelligence, mais la bonté et l'intégrité morale de Thérèse. Une combinaison parfaite des deux. 17 ans, murmura Guillaume, plus pour lui-même que pour les autres. 17 ans perdus. Thérèse l'observait avec un mélange d'émotions contradictoires. L'homme qu'elle avait aimé un jour, qu'elle avait ensuite détesté pour son absence, était maintenant là essayant de les protéger. La vie avait des chemins inexplicables. « Que se passe-t-il après ?» demanda-t-elle finalement. « Quand tout cela sera terminé ?» Guillaume rencontra son regard, voyant en elle non seulement la jeune femme dont il était tombé amoureux, mais la femme forte qu'elle était devenue. « Cela dépend de nous, » répondit-il simplement. « Mais j'aimerais avoir la chance de connaître mon fils, et peut-être de redécouvrir sa mère aussi. » Sur le siège avant, Mathieu fit semblant de ne pas entendre, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres. Pendant des années, il avait imaginé ce que ce serait d'avoir un père. Jamais, dans ses rêves les plus extravagants, il n'aurait pensé que ce père serait Guillaume Mercier. Le soleil levant teintait d'or les eaux cristallines qui entouraient l'île de Porquerolles lorsque le jet privé de Guillaume se posa sur la petite piste de l'archipel. Après une nuit de vol, les 4, Guillaume, Thérèse, Mathieu et Richard, étaient épuisés, mais la tension les maintenait en alerte. Un Land Rover les attendait sur la piste, conduit par Jacques, le gardien qui s'occupait de la propriété de Guillaume sur l'île, un homme de peu de mots, à la peau tannée par le soleil constant, qui connaissait chaque recoin du paradis insulaire. « Tout est préparé selon vos instructions, patron, » dit-il, les aidant avec leurs bagages minimaux. « Personne ne sait que vous êtes ici. » La maison de Guillaume se trouvait sur la face nord de l'île, loin des zones plus touristiques, avec accès à une petite plage privée. Elle n'était pas ostentatoire comme son manoir à Val-de-Loire. Au contraire, elle s'intégrait au paysage avec une architecture durable, privilégiant les matériaux naturels et l'énergie solaire. De larges fenêtres s'ouvraient sur la mer et le son des vagues servait de bande sonore constante. « C'est magnifique », murmura Thérèse, malgré la fatigue, émerveillée par la vue. « Je n'ai jamais imaginé un endroit comme celui-ci. »« J'ai construit cette maison il y a 5 ans. » expliqua Guillaume, déposant son sac à dos sur le canapé en bambou. « C'est le seul endroit où je me sens vraiment en paix. » Jacques montra à chacun sa chambre et informa que le petit déjeuner serait servi dans une demi-heure. Guillaume demanda qu'il prépare la salle de réunion improvisée sur la terrasse extérieure. Intimité et vue sur la mer, une combinaison qui l'aidait toujours à penser clairement. Après une douche rapide et un changement de vêtements,
Ils se réunirent pour le petit déjeuner. La table généreuse avec fruits tropicaux, crêpes, pain maison et jus naturel contrastait avec la gravité de la situation qu'ils affrontaient. « Nous avons 3 objectifs immédiats. » commença Guillaume, tandis que tous se servaient. D'abord, garantir la sécurité des preuves. Deuxièmement, contacter les autorités appropriées, qui ne peuvent être influencées par Charles. Troisièmement, préparer un communiqué officiel de Mercier Tech assumant le problème et annonçant le retrait volontaire du médicament du marché. Ne devrions-nous pas attendre une enquête officielle avant de faire cela? Questionna Richard. Pas quand des vies sont en jeu, répondit Guillaume fermement. La crédibilité de l'entreprise peut être reconstruite. Des vies perdues sont irrécupérables. Mathieu observait son père avec une admiration croissante. Ce n'était pas l'homme d'affaires froid et calculateur qu'il avait imaginé, mais un homme aux principes clairs. « Qu'arrivera-t-il à Charles » demanda le jeune homme. « Justice » répondit simplement Guillaume. Sans raccourci, sans compromis, il répondra de ses actes, tant récents que passés. Ses yeux rencontrèrent ceux de Thérèse en disant cela, et une communication silencieuse passa entre eux. Tous deux avaient été manipulés par Charles, séparés par ses machinations. Une douleur partagée qui, paradoxalement, les reconnectait maintenant. Après le petit déjeuner, Mathieu et Richard s'installèrent dans la salle de réunion improvisée, travaillant à organiser les preuves dans un format facilement compréhensible par les procureurs et les journalistes d'investigation. Guillaume faisait une série d'appels, activant des contacts stratégiques. Thérèse sortit marcher sur la plage, ayant besoin d'espace pour traiter les revirements dramatiques de sa vie. En moins de 48 heures, elle avait découvert que son ancien amour était le voisin millionnaire qu'elle n'avait jamais regardé directement, que cet homme était le père de son fils, et qu'ils étaient maintenant tous réfugiés sur une île paradisiaque, fuyant un dirigeant sans scrupules. Elle s'assit sur un rocher, observant les vagues. 17 ans plus tôt, quand elle avait découvert sa grossesse, elle s'était sentie complètement seule et trahie. Le département des ressources humaines de Mercier Tech l'avait convoquée à une réunion où on l'avait informé de son licenciement sur ordre direct de Guillaume Mercier. Charles Dumont, avec sa fausse solidarité, avait offert un accord, généreux en échange de son silence. Jeune, effrayée et blessée, elle avait signé les documents, pris l'argent et reconstruit sa vie en tant que Thérèse Olivier, jurant de ne plus jamais mentionner le nom de Guillaume. Le destin avait un sens de l'humour particulier, pensa-t-elle, observant un crabe qui se cachait entre les pierres. Des années à travailler comme nounou pour subvenir aux besoins de son fils, et maintenant elle découvrait que le père de l'enfant possédait une fortune qui aurait pu garantir une vie confortable à Mathieu. « Puis-je me joindre à vous ?» La voix de Guillaume interrompit ses pensées. Elle acquiesça, indiquant un espace sur le rocher à côté d'elle. « Vous avez un sacré endroit ici », commenta-t-elle, essayant de maintenir un ton désinvolte. « J'ai toujours rêvé d'avoir un refuge comme celui-ci, » répondit-il, s'asseyant. « Loin de tout, en harmonie avec la nature. Ironique que je ne puisse y venir que 2 ou 3 fois par an. » Ils restèrent silencieux un moment, seul le bruit des vagues entre eux. « Hélène, Thérèse, commença-t-il, hésitant, je veux que vous sachiez que je n'aurais jamais permis qu'on vous licencie de cette façon. Je n'aurais jamais abandonné si j'avais su pour la grossesse. » Elle le regarda directement dans les yeux, cherchant la vérité. « Pendant des années, j'ai cultivé tant de colère, confessa-t-elle. Je vous imaginais comme un monstre froid qui a écarté une employée enceinte pour éviter les scandales. J'ai construit toute ma vie autour de cette narration. Et maintenant ? Maintenant, je ne sais pas. Voir comment vous avez réagi. En découvrant Mathieu, comment vous êtes prêt à affronter votre propre associé pour protéger des personnes que vous ne connaissez même pas. Cela contredit tout ce que j'ai cru pendant des années. » Guillaume prit un galet et le lança au loin, le regardant couler dans les eaux turquoises. « Vous savez ce qui est ironique ? Pendant des années, j'ai essayé de combler un vide avec des acquisitions, des expansions, plus d'argent, plus de pouvoir. Et tout ce qui comptait vraiment, un fils, une famille, était à quelques kilomètres de ma maison. Mathieu est un bon garçon, dit Thérèse avec fierté. Il a toujours été brillant, déterminé. Parfois, je voyais des traits de « vous en lui sans vouloir l'admettre. Vous avez fait un travail incroyable en l'élevant seul. Il a votre force, votre intégrité. » Thérèse sentit des larmes inattendues dans ses yeux.
C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait véritablement l'effort qu'elle avait fourni, les nuits sans sommeil, les sacrifices constants, pour donner à Mathieu une vie digne. « Ce n'était pas facile, admit-elle. Il y a eu des moments où j'ai pensé à vous chercher, à exiger reconnaissance et soutien. Mais l'orgueil m'en empêchait. Je comprends, et je respecte votre choix. » Guillaume hésita avant de continuer. « Mais j'espère que nous pourrons suivre un nouveau chemin maintenant. Pas pour nous, nécessairement, mais pour Mathieu. » Thérèse acquiesça lentement. Il mérite de connaître son père. Il l'a toujours mérité. Un cri venant de la maison interrompit la conversation. C'était Mathieu, faisant de grands signes depuis la véranda. « Vous devez voir ça. Vite !» Ils coururent, trouvant Mathieu et Richard devant un ordinateur portable, regardant un journal télévisé en direct. « Ça vient d'arriver, » expliqua Mathieu. « Regardez. » À l'écran, un reporter narrait les événements devant le siège de Mercier Tech à Paris. Nous répétons la nouvelle de dernière minute. Charles Dumont, vice-président exécutif de Mercier Tech, a été arrêté par la police judiciaire ce matin, suite à des dénonciations de fraude dans des essais cliniques impliquant le médicament Neuraxon, indiqué pour le traitement d'Alzheimer. Selon des sources de l'enquête, Dumont aurait ordonné la falsification d'algorithmes qui traitaient des données sur les effets secondaires du médicament. « Comment est-ce arrivé si vite ?» demanda Thérèse, étonnée. Guillaume semblait également surpris. « Mes appels n'étaient que préliminaires, à d'anciens contacts dans la presse et au parquet. Rien qui justifierait une action immédiate de la PJ. » Richard ajusta ses lunettes, pensif. « On dirait que nous n'étions pas les seuls à enquêter. Cela ressemble à une opération déjà en cours. » Mathieu augmenta le volume quand la journaliste continua. « La police judiciaire a informé que l'enquête a commencé il y a 3 mois, après une dénonciation anonyme faite par des scientifiques du laboratoire de développement. Charles. Dumont serait le principal responsable de la fraude, agissant apparemment à l'insu du PDG et fondateur de l'entreprise, Guillaume Mercier, qui est actuellement à l'étranger, selon des sources proches. « À mon insu, en effet, » murmura Guillaume, mais pas de la façon dont il le présente. « Il y a plus », alerta Mathieu, pointant l'écran. La journaliste était maintenant devant l'entrée principale du siège de l'entreprise. Nous venons de recevoir des informations selon lesquelles, outre la fraude dans les essais cliniques, Charles Dumont est également visé par une enquête pour d'autres irrégularités administratives, incluant une possible malversation et abus de pouvoir dans des questions personnelles impliquant des employés de l'entreprise. « Ils savent pour nous », conclut Thérèse inquiète. « Pas nécessairement, » intervint Richard. « Dumont a lésé beaucoup de gens au fil des ans. Il y a probablement diverses victimes de ces manipulations. » Guillaume était déjà au téléphone, parlant avec son avocat de confiance à Paris. La conversation fut brève mais éclairante. « L'enquête a réellement commencé il y a des mois, » rapporta-t-il en raccrochant. « Certains scientifiques de l'équipe de développement ont remarqué les incohérences et alerté les autorités. La police judiciaire surveillait discrètement, rassemblant des preuves. Ce que Mathieu a découvert n'était que la pointe de l'iceberg. « Alors nous n'avions pas besoin de fuir ?» questionna Thérèse. « Au contraire, » répondit Guillaume. « Charles a découvert que l'opération était sur le point de se produire. C'est pourquoi il a intensifié ses efforts pour faire taire Mathieu. Si nous étions restés, nous aurions pu être en danger réel. » Une nouvelle alerte dans le journal télévisé attira l'attention de tous. Une photo de Mathieu apparut à l'écran, avec celle de Richard. La police judiciaire demande des informations sur les lieux où se trouve le professeur Richard Almeida et l'étudiant Mathieu Olivier, témoins clés dans l'enquête. On pense qu'ils se cachent après avoir reçu des menaces liées aux preuves qu'ils ont recueillies. « Témoins clés ?» répéta Mathieu, incrédule. « Je suis maintenant un témoin clé ? Que faisons-nous » demanda Thérèse, regardant Guillaume. « Nous nous rendons à la police ?» Guillaume réfléchit un moment. « Nous allons faire les choses correctement. Mon avocat est en contact avec le commissaire responsable de l'enquête. Nous expliquerons notre situation, fournirons toutes les preuves que Mathieu a collectées, mais garderons notre localisation secrète pour l'instant, jusqu'à ce que nous ayons des garanties de sécurité. » Le téléphone de Guillaume sonna à nouveau. C'était Auguste, son assistant. « Monsieur, je viens d'apprendre que Charles a réussi à passer un appel avant d'être arrêté, vers un numéro enregistré au nom de Georges Mercier. » Guillaume. « Pali, tu es sûr ?»« Absolument.
La police a intercepté, mais la conversation avait déjà eu lieu. En raccrochant, il trouva 3 paires d'yeux interrogateurs tournés vers lui. « Georges Mercier est mon cousin », expliqua-t-il d'une voix tendue. « Nous ne nous sommes jamais bien entendus et il a toujours été proche de Charles. Il travaille dans le secteur de la sécurité privée, avec des connexions pas toujours légitimes. »« Vous pensez qu'il pourrait venir après nous ?» demanda Thérèse, alarmée. « C'est possible. Georges a toujours voulu une plus grande part de l'entreprise et serait le principal bénéficiaire si quelque chose m'arrivait. » Guillaume passa la main sur son visage, pensif. « Nous devons être encore plus prudents. » Richard, qui était resté silencieux, parla finalement. « Je crois savoir comment nous pouvons résoudre cela, une fois pour toutes. » Tous se tournèrent vers lui. « Le plan parfait, continua le professeur, serait de faire croire à Georges qu'il a réussi à nous trouver. Mais en réalité, nous le conduirions directement dans un piège coordonné avec la police judiciaire. »« Comment ferions-nous cela ?» demanda Mathieu, soudainement animé par l'idée. « En divulguant des informations fausses mais convaincantes sur notre position. Quelque chose auquel seul Georges aurait accès. » Guillaume considéra la proposition. « Cela pourrait fonctionner. J'ai des contacts à la PJ qui organiseraient l'opération. » Tandis qu'il discutait des détails du plan, Thérèse observait la dynamique entre son fils et Guillaume, la même inclinaison de tête quand ils étaient concentrés, la même lueur dans les yeux quand une idée les enthousiasmait. La génétique était indéniable. Mais au-delà de cela, un lien naturel se formait comme si les années de séparation étaient progressivement compensées. « Je pense que nous pouvons faire réussir cela, » conclut Guillaume, avec une détermination renouvelée. « Et quand nous aurons terminé, nous pourrons enfin commencer à reconstruire ce que Charles a détruit, pas seulement dans l'entreprise, mais aussi dans nos vies personnelles. » Son regard rencontra celui de Thérèse, transmettant une promesse silencieuse que cette fois, il serait présent, pour leur fils, et peut-être, si elle le permettait, pour elle aussi. Le plan fut méticuleusement élaboré au cours des 2 jours suivants. Isolé dans le paradis de l'île de Porquerolles, le groupe travailla sans relâche, coordonnant chaque détail avec les contacts de Guillaume à la police judiciaire. La commissaire Camille Poisson, qui dirigeait l'opération contre Charles Dumont, se montra particulièrement intéressée par la capture de Georges Mercier, dont les liens avec des activités illicites étaient sous enquête depuis des mois. « Georges, ça est malin », expliqua Guillaume lors d'une vidéoconférence sécurisée avec la commissaire. « Il ne tomberait pas dans un piège évident. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose qui ressemble à une fuite accidentelle. Pas à un appât, acquiesça Camille. Quelque chose de si tentant qu'il ne pourrait pas résister, même en soupçonnant un possible piège. » Mathieu, qui suivait la conversation, eut une idée. « Et si nous utilisions sa propre avidité comme appât, quelque chose lié non seulement à nous trouver, mais aussi à prendre le contrôle de l'entreprise ?» Tous se tournèrent vers le jeune homme, intrigué. « Expliquez mieux, » demanda Guillaume. « Nous pourrions faire circuler l'information que vous êtes sur le point de transférer temporairement le contrôle de Mercier Tech à un conseil indépendant, en raison de la crise, et que les documents sont en cours de préparation dans un cabinet d'avocats à Marseille. Georges essaierait d'intercepter ces documents avant de venir nous chercher. » La commissaire Camille acquiesça, impressionnée. Cela nous donnerait 2 occasions de le capturer, au cabinet d'avocats ou quand il viendrait sur l'île. Et, connaissant mon cousin, il tenterait les 2 choses simultanément, compléta Guillaume. Il enverrait des hommes à Marseille, pendant que lui-même viendrait à l'île de Porquerolles. Exactement, confirma Mathieu. Nous pourrions préparer les 2 pièges, mais concentrer nos forces ici, où serait la cible principale. Thérèse observait l'interaction entre père et fils avec un mélange de fierté et d'appréhension. En quelques jours, ils avaient développé une harmonie impressionnante, comme si les années de séparation n'avaient jamais existé. En même temps, elle s'inquiétait des risques du plan. Georges Mercier n'était pas seulement un homme d'affaires, ambitieux, mais quelqu'un avec des connexions dangereuses, prêt à tout pour le pouvoir. « N'est-ce pas trop dangereux ?» questionna-t-elle, finalement. « Nous inviterions essentiellement un homme potentiellement violent à venir jusqu'à nous. »« C'est pourquoi nous devons être complètement préparés, » répondit Guillaume, comprenant son inquiétude. « L'île aura des agents fédéraux déguisés à des points stratégiques. Georges sera surveillé dès qu'il posera le pied à l'aéroport. » Richard, qui jusqu'alors analysait des cartes de l'île, ajouta «
De plus, nous avons besoin d'un lieu pour la confrontation qui nous donne un avantage tactique. Je suggère la plage du Sablier. Elle n'est accessible que par un escalier escarpé ou par la mer, ce qui facilite le contrôle de l'approche. La commissaire Camille prit quelques notes. Je peux avoir une équipe tactique en position dans 48 heures. En attendant, nous planterons l'information sur les documents à Marseille. Nous utiliserons un informateur qui a des connexions avec Georges, quelqu'un en qui il a confiance mais qui en réalité collabore avec nous. Parfait, acquiesça Guillaume. Moins de personnes connaîtront le plan complet, mieux ce sera. Après la vidéoconférence, le groupe continua d'affiner les détails de l'opération. Mathieu travaillait sur un système de communication sécurisé qui permettrait de coordonner les mouvements en temps réel. Richard, avec sa connaissance de l'île, cartographiait les itinéraires d'évacuation et les points d'observation. Guillaume mobilisait discrètement des ressources de sécurité supplémentaires. Thérèse, quant à elle, se sentait de plus en plus décalée. Alors que tous contribuaient avec des compétences spécifiques, elle semblait être seulement la raison pour laquelle ils étaient là. La mère de Mathieu, l'ancienne amante de Guillaume, la pièce qui connectait tout le monde, mais sans rôle actif. La veille de l'opération, tandis que les autres finalisaient les préparatifs, elle marcha seule jusqu'à la plage. La pleine lune illuminait les eaux tranquilles, créant un chemin argenté sur la mer. Elle s'assit sur le sable, absorbée dans ses pensées, quand elle sentit quelqu'un approcher. « Puis-je me joindre à vous ?» C'était Guillaume avec 2 verres de vin. « Bien sûr, » répondit-elle, acceptant l'un des verres. « Je pensais que vous seriez occupé avec les derniers détails. »« Tout est prêt. Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre. » Il s'assit à côté d'elle, contemplant l'horizon. « Vous êtes silencieuse aujourd'hui. »« Je traite tout cela. C'est beaucoup à absorber en quelques jours. » Guillaume acquiesça, compréhensif. « Je sais comment vous vous sentez. Découvrir. » Mathieu affrontait Charles, préparer cette opération. Parfois, on dirait que nous vivons dans un film. La différence, c'est que dans les films, tout finit toujours bien, observa Thérèse. Dans la vraie vie, les choses sont plus compliquées. Vous avez raison. Mais indépendamment de ce qui se passera demain, il y a une chose qui ne changera. Pas, Mathieu est notre fils. D'une façon ou d'une autre, nous devons trouver un chemin ensemble pour lui. Thérèse regarda Guillaume avec une attention renouvelée. L'homme à ses côtés n'était plus le jeune ambitieux qu'elle avait connu, ni l'homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé pendant des années. C'était quelqu'un de plus complexe, qui portait le poids de ses choix, mais aussi la détermination de faire ce qui est juste. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» commenta-t-elle. « Voir comment Mathieu s'est connecté avec vous si rapidement. C'est comme s'il avait attendu cela toute sa vie. »« Il a beaucoup de vous aussi, » répondit Guillaume. « Votre force, votre intégrité. Vous avez fait un travail incroyable, Thérèse. Vraiment incroyable. » Les mots semblaient sincères, touchant Thérèse d'une manière qu'elle n'attendait pas. Pendant tant d'années, elle avait porté seule le poids de l'éducation de Mathieu, sans reconnaissance, sans soutien. Entendre Guillaume valider ses efforts éveillait des émotions contradictoires. « Merci, dit-elle simplement, reportant son regard vers la mer. « Demain, quand tout cela sera terminé, continua Guillaume, j'aimerais que vous considériez une proposition. » « Quelle proposition ? » « Restez, pas seulement ici sur l'île, mais dans ma vie, vous et Mathieu. Nous pourrions essayer de construire quelque chose ensemble, une famille, comme cela aurait dû être depuis le début. » Thérèse se tourna pour le regarder, surprise. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Guillaume vibra. C'était un message de Mathieu. « Nous avons du mouvement. Georges vient de réserver un vol privé pour demain matin. » La bulle d'intimité éclata, les ramenant à la réalité urgente. Guillaume se leva rapidement. « Nous devons retourner. L'opération a été avancée. » Dans la maison, ils trouvèrent Mathieu et Richard penchés sur plusieurs écrans, surveillant des informations en temps réel. « Georges a obtenu un jet privé pour 6 heures du matin, » expliqua Mathieu. « Il sera ici avant midi. » Et la commissaire, « Camille !» Elle a déjà été informée. Elle accélère le positionnement des équipes. Guillaume prit immédiatement le commandement. Nous devons revoir le plan. Richard, confirmer les points d'observation. Mathieu, vérifier à nouveau le système de communication.
Thérèse. Il s'arrêta, réalisant qu'il n'avait pas attribué de tâches spécifiques pour elle. « Je m'occupe de la logistique », compléta-t-elle, déterminée à ne pas être simplement spectatrice. Nourriture, équipement de premier secours, itinéraires alternatifs, si quelque chose tourne. Mal. Guillaume acquiesça, reconnaissant pour son pragmatisme. La nuit avança entre préparatifs et révisions. Quand le soleil se leva, tous étaient épuisés, mais alertes. Le jeu avait commencé. À 11h40, Jacques, le gardien, qui était également un agent infiltré, envoya la première alerte. L'aigle a atterri, 2 accompagnateurs. Georges était arrivé avec 2 hommes qui semblaient être des gardes du corps. Ils louèrent un jeep à l'aéroport et se dirigèrent directement vers la région nord de l'île, où se trouvait la propriété de Guillaume. « Ils sont armés », informa un autre agent positionné sur le chemin. Armes de poing cachées sous leur veste. Guillaume, Thérèse, Mathieu et Richard s'étaient déplacés vers la plage du Sablier selon le plan. L'endroit considéré comme l'une des plus belles plages du monde était stratégiquement vide grâce à la collaboration des autorités locales qui avaient temporairement bloqué l'accès des touristes. « Georges sait que nous sommes ici », commenta Guillaume, observant les mouvements à travers un système de surveillance improvisé par Mathieu. « Il suit exactement le chemin que nous attendions. » Le plan était simple. Laisser Georges les trouver sur la plage où il serait entouré d'agents fédéraux. La commissaire Camille, déguisée en touriste, dirigerait personnellement l'approche dès que Georges révélerait ses intentions. À 12h15, le jeep de Georges se gara à l'entrée du sentier menant à la plage du Sablier. Il descend l'escalier avec les 2 gardes du corps, informa l'un des agents. Armé et prudent. Guillaume regarda Thérèse et Mathieu, tous 2 tendus mais déterminés. Rappelez-vous du plan. Maintenez le naturel jusqu'au signal. Sur la plage, ils avaient installé un petit espace avec parasol et chaises, comme s'ils profitaient simplement de la journée. Richard nageait près de la côte, apparemment insouciant mais attentif à chaque mouvement. Quand Georges apparut finalement au bas de l'escalier, Guillaume ressentit une pointe de tristesse. Son cousin, avec qui il avait grandi, était devenu un étranger motivé par l'avidité. « Guillaume », appela Georges, s'approchant avec un sourire forcé. Les 2 gardes du corps le flanquaient discrètement. « Quelle coïncidence de te trouver ici !»« Je ne crois pas aux coïncidences, Georges, » répondit Guillaume, se levant calmement. « Surtout quand mon cousin apparaît armé sur une plage isolée. » Le sourire de Georges disparut. « Toujours direct, n'est-ce pas ? Eh bien, soyons directs. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Et qu'est-ce que ce serait ? Le contrôle de Mercier Tech. Avec Charles arrêté et toi impliqué dans le scandale, je suis le seul Mercier capable de sauver l'entreprise. » Georges jeta un bref regard à Mathieu. « Et je suis aussi venu garantir que certaines informations ne causent plus de problèmes. » Thérèse se positionna de manière protectrice à côté de son fils. « Vous ne le toucherez pas. » Georges rit un son froid et calculé. La fameuse Hélène Dupont. Charles m'a tout raconté sur vous et votre bâtard. Un secret bien gardé pendant toutes ces années, n'est-ce pas, Guillaume? L'héritier secret qui pourrait compliquer la succession. Dans l'entreprise. Guillaume garda son calme, même en sentant la colère monter. « Georges, tu as toujours été transparent dans ton ambition, mais je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Conspirer avec Charles, menacer ma famille. » « Famille ?» Georges cracha presque le mot. « Tu les connais à peine. Moi, en revanche, j'ai consacré ma vie à Mercier Tech, toujours dans ton ombre, toujours mis de côté dans les décisions importantes. » Pendant qu'il parlait, les gardes du corps se positionnaient stratégiquement, mains près des armes cachées. Guillaume remarqua le mouvement subtil des agents fédéraux s'approchant par différents angles. « Et que comptes-tu faire maintenant ?» demanda Guillaume, gagnant du temps. « C'est simple. Tu vas signer le transfert de tes actions à mon nom, alléguant une incapacité temporaire due au stress du scandale. Ensuite, tu disparaîtras un moment, jusqu'à ce que tout se calme. Quand, au garçon et sa mère, il haussa les épaules, laissant la menace implicite. À ce moment, Richard, qui était revenu de la mer, donna le signal convenu. Quelle belle journée pour une baignade, n'est-ce pas? C'était le code pour que la commissaire Camille initie l'approche. Instantanément, les agents sortirent de leur cachette, armes pointées. Police judiciaire, ne bougez plus, mains en l'air. Les gardes du corps, surpris, hésitèrent seulement une seconde avant de sortir leurs armes.
Ce fut suffisant pour qu'il soit neutralisé par les agents les plus proches. Georges, réalisant le piège, réagit instinctivement. Il sortit sa propre arme et saisit Thérèse, l'utilisant comme bouclier. Personne ne bouge, ou elle meurt. Cria-t-il, pressant le canon de l'arme contre la tempe de Thérèse. Le monde sembla se figer pour Guillaume. Il vit la terreur dans les yeux de Mathieu, la détermination froide sur le visage de Georges, le courage stoïque de Thérèse même face à la mort. Tout ce pourquoi ils avaient lutté, tout ce qu'ils pourraient construire ensemble, menacés en un instant de désespoir. « Georges, ne fais pas ça, » supplia Guillaume, faisant un pas en avant. « C'est entre nous deux, ça l'a toujours été. »« Reste où tu es, » ordonna Georges, reculant vers la mer, traînant Thérèse avec lui. « Je vais sortir d'ici, et elle vient avec moi comme garantie. » La commissaire Camille, l'arme pointée, évaluait la situation. « Il n'y a pas d'issue, monsieur Mercier. Baissez votre arme et libérez l'otage. » Georges rit nerveusement. « Il y a toujours une issue. J'ai un bateau qui m'attend près de ces rochers, et vous ne risquerez pas sa vie. » Ce fut à ce moment que Thérèse, rassemblant tout son courage, agit. D'un mouvement rapide, elle enfonça son talon dans le pied de Georges et simultanément lui donna un coup de coude dans l'estomac. La surprise le fit relâcher sa prise pendant une seconde, temps suffisant pour qu'elle s'abaisse, ouvrant la voie au tireur. « Maintenant !» cria la commissaire. Un seul tir précis atteignit l'épaule de Georges, le faisant lâcher l'arme et tomber à genoux. En quelques secondes, il était encerclé, maîtrisé, le rêve de pouvoir s'effondrant autour de lui. Guillaume courut vers Thérèse, l'enlaçant avec une intensité qui transmettait toute la terreur qu'il avait ressentie en la voyant menacée. Mathieu les rejoignit, formant une étreinte familiale qui, malgré les circonstances extraordinaires, semblait étrangement naturelle. « C'est fini !» murmura Guillaume, tandis qu'ils observaient Georges être menotté et emmené par les agents. Enfin fini. Mais pour eux, en tant que famille, quelque chose de nouveau ne faisait que commencer. 3 mois s'écoulèrent depuis les événements dramatiques sur l'île de Porquerolles. Le printemps arrivait à Val-de-Loire, transformant les jardins du manoir des Pins en un kaléidoscope de couleurs. Mais les changements les plus significatifs n'étaient pas dans le paysage, mais à l'intérieur de la propriété et dans les vies de ses habitants. L'ancienne salle à manger formelle, qui avait rarement reçu plus de 2 ou 3 invités, d'affaires, abritait maintenant une longue table où plus de 20 personnes conversaient avec animation. C'était dimanche, et le déjeuner communautaire était devenu une tradition hebdomadaire dans le manoir qui symbolisait autrefois l'isolement. Guillaume, assis en bout de table, observait la scène avec un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais éprouvé. À sa droite, Thérèse coordonnait la distribution des plats avec le naturel de quelqu'un qui avait toujours appartenu à cet endroit. À sa gauche, Mathieu expliquait des concepts complexes de programmation à Sophie, la fillette de 7 ans dont Thérèse s'était occupée comme nounou et qui fréquentait maintenant régulièrement le manoir. « Je crois qu'elle sera une informaticienne. Meilleure que toi », commenta Richard qui était assis à côté de Mathieu, le professeur qui avait accepté le poste de directeur de l'innovation sociale chez Mercier Tech était devenu une présence constante dans la vie de la famille. Sans aucun doute, acquiesça Mathieu avec un sourire fier pour la petite apprentie. Sophie a une capacité de visualisation spatiale impressionnante pour son âge. À l'autre extrémité de la table, Madame Marie Montagne, mère de Sophie et ancienne employeuse de Thérèse, conversait avec enthousiasme avec d'autres voisins sur le nouveau centre communautaire qui était en construction avec le parrainage de la Fondation Mercier, récemment créée par Guillaume. Le centre, conçu pour offrir une formation technologique aux jeunes défavorisés, n'était qu'une des nombreuses initiatives nées après la restructuration de Mercier Tech. Avec Charles Dumont et Georges Mercier répondant à des poursuites criminelles, Guillaume avait pris le contrôle total de l'entreprise, mettant en œuvre des changements profonds dans sa gouvernance et son objectif. Encore un peu de salade. « Anas !» offrit Thérèse à la commissaire Camille Poisson qui participait au déjeuner accompagnée de son mari. La commissaire, après avoir coordonné avec succès l'opération qui avait capturé Georges, était devenue une amie proche de « la famille ». « Merci, je suis rassasiée », répondit Camille. « La nourriture est merveilleuse, comme toujours. »« Le mérite en revient à Madame Gisèle », sourit Thérèse, indiquant la gouvernante qui supervisait le service. « J'apprends simplement avec la maîtresse. » Après le dessert, un flan caramel,
qui était la spécialité de Madame Gisèle. Les invités se dispersèrent dans les jardins et les salles du manoir. Quelques jeunes jouaient au volley sur le terrain récemment installé, d'autres exploraient la bibliothèque que Guillaume avait ouverte au public local 2 fois par semaine. Un petit groupe de personnes âgées pratiquait le tai chi sous la direction d'un instructeur dans l'espace auparavant occupé par l'héliport privé. Guillaume trouva Thérèse sur la véranda, observant l'animation avec un sourire serein. « Heureuse » demanda-t-il, lui tendant un verre. « Que de vin, très » répondit-elle, acceptant la boisson. « Je me surprends encore à essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. De la pire manière possible, plaisanta Guillaume, mais avec le meilleur résultat que j'aurais pu. Imaginez. Le chemin n'avait pas été facile. Après l'arrestation de Georges, s'étaient succédé des semaines de témoignages, d'enquêtes et de turbulences médiatiques. Mercier Tech avait affronté sa plus grande crise, avec des actions en chute libre et des clients reconsidérant leur partenariat. Le médicament Neuraxon avait été retiré du marché et la division pharmaceutique avait subi une restructuration complète avec de nouveaux protocoles de sécurité et de transparence. Parallèlement à la crise d'entreprise, Guillaume, Thérèse et Mathieu naviguaient à travers les complexités de leur dynamique familiale, nouvellement découverte. Mathieu partageait désormais son temps entre l'appartement où il avait grandi avec sa mère au centre-ville et le manoir de son père. Thérèse, initialement réticente à abandonner son indépendance, avait accepté de déménager dans une maison plus confortable, achetée par Guillaume à proximité, gardant son propre espace tout en construisant progressivement une relation avec le père de son fils. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui », commenta Guillaume, s'appuyant sur la balustrade de la véranda. « De l'université de Stanford. » Thérèse haussa les sourcils. « À propos de Mathieu ? Oui. Ils sont extrêmement intéressés par l'algorithme qu'il a développé pour détecter les manipulations dans les données scientifiques. Ils ont offert une bourse complète pour le programme d'informatique. Mon Dieu, Thérèse porta la main à sa poitrine. C'est incroyable. Il le sait déjà ? Pas encore. J'ai pensé que nous aimerions lui annoncer ensemble. Le « ensemble » flotta dans l'air entre eux, chargé de sens. Ces dernières semaines, le mot était devenu de plus en plus fréquent dans leurs conversations. Ensemble dans les décisions concernant Mathieu, ensemble dans les projets de la Fondation, ensemble dans la reconstruction de vies qui avaient été séparées par manipulation et malentendu. « Stanford, c'est loin ?» observa Thérèse, une légère inquiétude dans sa voix. « C'est temporaire », répondit doucement Guillaume. « Et nous, pouvons lui rendre visite quand nous voulons. » De plus, il hésita brièvement. Ce pourrait être une opportunité pour nous aussi d'explorer d'autres possibilités. Quelle possibilité? J'ai toujours voulu mieux connaître la Californie. J'ai pensé que nous pourrions peut-être y passer quelques mois, pendant que Mathieu s'adapte. Mercier Tech a un bureau à San Francisco que je néglige depuis des années. Thérèse sourit, saisissant l'intention derrière les mots. Vous suggérez que nous fassions un séjour aux États-Unis comme une famille? Pas seulement un séjour, répondit Guillaume, prenant courage pour exprimer ce qu'il pensait. Je suggère que nous soyons une famille, ou que nous soyons, officiellement. Il sortit de sa poche une petite boîte de velours bleu et l'ouvrit, révélant une bague de saphir entourée de petits diamants. Ce n'est pas exactement une demande en mariage traditionnel, continua-t-il, remarquant la surprise dans les yeux de Thérèse. C'est plutôt une invitation à construire ensemble ce que nous aurions dû commencer il y a 17 ans, sans précipitation, à notre rythme, mais vraiment ensemble. Thérèse regarda la bague, puis Guillaume, et finalement le jardin, où Mathieu jouait au volley avec d'autres jeunes, riant avec décontraction. La scène capturait parfaitement la transformation des derniers mois. Son fils, auparavant renfermé et concentré exclusivement sur les études et les ordinateurs, s'épanouissait maintenant socialement, trouvant un équilibre. « Vous pensez que nous pouvons y arriver ?» demanda-t-elle, non comme un défi, mais une réflexion sincère. « Nous sommes des personnes si différentes, avec des histoires si distinctes. »« Je pense que nous y arrivons déjà, » répondit Guillaume, indiquant d'un geste la propriété pleine de vie et la communauté qui s'était formée autour d'elle. Tout ceci est arrivé parce que nous nous sommes retrouvés. Thérèse pensa au mois précédent, au voyage extraordinaire qui les avait amenés jusque-là. Elle se souvint du moment où elle avait pleuré seule dans le jardin, désespérée par le message incomplet sur Mathieu,
et comment Guillaume était apparu dans sa vie comme un étranger prêt à aider. Elle pensa à la révélation choquante sur la paternité, à la fuite vers l'île de Porquerolles, à la confrontation avec Georges. Chaque moment de crise avait révélé le véritable caractère des personnes autour d'elle, et Guillaume avait prouvé constamment être bien plus que l'homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé. « Oui, » répondit-elle finalement, tendant la main pour qu'il place la bague. « Nous allons y arriver, ensemble. » Guillaume glissa la bague à son doigt, scellant le moment d'un doux baiser. Quand ils se séparèrent, ils virent Mathieu debout à l'entrée de la véranda, les observant avec un sourire entendu. « Enfin, » commenta le jeune homme, s'approchant. « Je commençais à penser que je devrais intervenir directement. »« Tu savais ?» demanda Thérèse, surprise. « Papa m'a consulté pour la bague la semaine dernière, » répondit Mathieu, le mot « papa » sonnant naturel maintenant, après des mois d'ajustement. « J'ai aidé à choisir, approuvé ?» Thérèse embrassa son fils, ressentant une vague de gratitude pour la maturité et la générosité avec lesquelles il avait accepté les changements dans leur vie. Plus qu'approuvée, parfaite. « Alors, » continua Mathieu, « quand allons-nous lui parler de Stanford ?»« Comment tu... » commença Guillaume, surpris. « S'il vous plaît, » interrompit Mathieu avec un sourire espiègle. « Je suis un hacker, vous vous souvenez? Difficile de me cacher quelque chose comme ça. Surtout quand vous utilisez mon propre algorithme de cryptage pour les communications. » Tous trois rirent, partageant un moment de légèreté et de complicité qui était devenu de plus en plus fréquent entre eux. « En fait, » continua Mathieu plus sérieusement, « je voulais vous parler de ça. J'y ai réfléchi, et je ne suis pas sûr de vouloir aller à Stanford maintenant. »« Comment ça ?» questionna Thérèse. « C'est une opportunité incroyable, mon fils. »« Oui, mais il se passe tellement de choses ici, » expliqua-t-il. « Le centre communautaire, le programme de mentorat que nous développons avec Richard, le projet d'expansion d'avenir brillant vers d'autres villes. Je sens que je peux faire plus de différence en restant, du moins pour l'instant. » Guillaume observait son fils avec une fierté évidente. « La décision t'appartient, Mathieu. Stanford sera toujours là quand tu voudras, et nous soutiendrons n'importe quel chemin que tu choisiras. »« Merci, » répondit le jeune homme. « Je pense que je préfère reporter d'1 an, consolider les projets ici, et peut-être mieux connaître mon père avant de partir. » La sincérité de la déclaration toucha Guillaume profondément. Il embrassa son fils, incapable d'exprimer en mots combien ce moment signifiait pour lui. Ce soir-là, après le départ des invités et le retour du manoir à sa tranquillité, Guillaume, Thérèse et Mathieu s'assirent dans le salon, discutant de l'avenir. Pas seulement des plans grandioses ou des changements structurels, mais des petites choses. Un voyage de vacances en Provence le mois prochain, la rénovation de l'appartement de Mathieu au centre-ville, le nouveau chien que Thérèse voulait, adopter. Quand Mathieu se retira finalement pour dormir, Guillaume et Thérèse restèrent dans le salon, contemplant le feu qui crépitait dans la cheminée malgré la douceur de la nuit. « Vous savez ce qui est drôle ?» commenta Thérèse, s'adossant au canapé. « Pendant des années, j'ai imaginé comment ce serait si vous aviez su pour Mathieu, si nous avions été une famille depuis le début. J'ai créé tant de scénarios dans ma tête, la plupart négatifs. Et la réalité, demanda doucement Guillaume, bien meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Elle sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. Non pas parce qu'elle est parfaite ou facile, mais parce qu'elle est réelle, construite jour après jour avec travail et intention. Guillaume acquiesça, comprenant parfaitement. Le manoir qui avait été auparavant un symbole de sa solitude et de son isolement pulsait maintenant de vie et de but. L'entreprise qu'il avait construite comme un monument au succès individuel servait maintenant un objectif plus grand, le connectant à la communauté de manière significative. Et le vide qu'il avait porté pendant des décennies, le remplissant d'acquisitions et de réussites matérielles, débordait maintenant du type de richesse qu'aucun compte bancaire ne pourrait quantifier. « Tu sais ce que Mathieu m'a dit l'autre jour ?» commenta Guillaume. « Que te trouver en pleurs dans ce jardin a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Un message incomplet sur un téléphone a tout changé. » Thérèse sourit, se souvenant du désespoir de ce moment et de comment paradoxalement il avait conduit à la plus grande joie de sa vie. « Ton fils est parti pour changer nos vies à jamais. »« Notre fils, » corrigea Guillaume doucement, l'attirant plus près. Tandis que la nuit avançait sereinement sur Val-de-Loire, le manoir des Pins, autrefois symbole de richesse solitaire,
reposait en silence, abritant non seulement une famille nouvellement formée, mais la promesse d'un avenir où les connexions véritables surmontaient toute distance, temps ou malentendu. Le voyage qui avait commencé par des larmes dans un jardin culminait maintenant en un nouveau départ,